c'est là. Nabil, est-ce que tu nous entends? Mais ça fait trop bizarre de regarder la télé comme ça. Si on vous crée un... Est-ce que tu nous entends, Nabil? Et Toi, tu l'entends? Ah, bah nous, on l'entend pas en out. Est-ce que tu es capable d'envoyer le son vers bon, faut faire des premières fois dans la vie. Là, on se lance. C'est ça. Vite présentateur télé là un peu. Ouais, ça, c'est bon, comment je me redirige. Ouais, je me redirige. Nouvelle carrière, je vais faire présentateur Twitch. Bonjour, bienvenue. C'est pas mal comme ça là aussi là. Ouais, Ça fait un peu décontracte mais. Ouais, je vais mettre comme ça. Ouais, c'était pas Alors, mal. Marthe, Mais bien comment sûr, ça va? c'est un jeu des corps aussi. Agréable. En fait, le truc... Bienvenue. Bon, Venez, on est sympathique. Il y a des croissants. Est-ce que je vais. Dans 5 minutes, normalement. Je reste là ou En je fait, c'est vais. juste qu'on n'arrive pas à entendre Nabil à faire ressortir le son sans que ça saccade dans tous les sens. ou ça l'arsène, on a entendu, ouais. Ouais, non, ça peut pas faire. Sinon, c'est juste que ça va pas le faire. Enfin, ça va être très compliqué. On va mettre assez comme ça. Photo, vidéo... Même pour traverser, les gens Oui, osent les pas. gens ont peur. Vous pouvez passer. Ah, Faut peur aux gens. ça me brise le cœur. Hello. On va pas le faire non plus. Mais de toute façon, enfin, là, je pense que la seule solution, c'est qu'on va pouvoir avoir Nabil en même temps. On va essayer de commencer sans Nabil. Alright. Oh, ouais. Bah, dans le côté, c'est plus pratique d'avoir. Et si on met des trucs là, ouais, c'est trop moche, un petit post-it comme ça. Là, par contre, on voit pas. Et Parfait. avec l'autre caméra, on voit. Je pense pas, je pense qu'il y a plus haut. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Et vous? Ça va? Bon. Bon, qu'est-ce qu'on fait ici? Un petit Un Twitch, live un Twitch. petit live Twitch. On a... C'est quoi les live Twitch? Je sais pas ce Bah, que c'est comme un plateau télé en direct en ligne. Exactement.
bienvenue dans ce live depuis l'école de design. Donc l'objectif, ça va être de découvrir l'école sous un angle différent. On va rencontrer des intervenants comme Marie-Julie, des élèves inspirants aussi, dans un environnement du coup plus décontracté. Si vous ne pouvez pas venir jusqu'à l'école, du coup c'est le live qui vient jusqu'à vous. Donc du coup pour animer ce live, il y a Jules. Bonjour, du coup je m'appelle Jules Maurice, j'ai fait mon bachelor ici à l'école de design, je suis motion designer et j'ai pu faire grâce au cursus de l'école mon master au Brésil dans un master interculturel. Et du coup Marthe. Donc moi j'ai fait comme Jules mon bachelor en motion design à l'école de design et je suis aujourd'hui en master media design donc dans ce bâtiment. Donc du coup, on se retrouve pour la première année à l'école de design, dans les nouveaux bâtiments de l'école de design, donc au plein cœur du quartier créatif de Nantes, avec des nouveaux locaux à l'ampleur du coup internationale et l'ampleur de l'école. Donc peut-être qu'on peut commencer par se présenter. Marie-Julie, est-ce que vous pouvez présenter rapidement votre parcours ? Merci, je suis Marie-Julie Catoire-Brisson. Je suis professeure associée aux Audencia Sciences Com, spécialiste des médias, des nouveaux médias, très très proche du design aussi puisque je suis membre du laboratoire Project, qui est le laboratoire d'innovation sociale par le design, à l'université de Nîmes, où j'ai été maîtresse de conférence pendant 6 ans. D'accord. Et donc comment est-ce que vous en êtes venue au design ? Alors, je suis venue au design par les images, par l'image mouvement d'Iré Deleuze, puisque moi, ce qui m'intéresse à la base, c'est vraiment la vidéo, le cinéma. D'ailleurs, je viens du montage. Et puis, petit à petit, je me suis intéressée au cinéma interactif, aux nouvelles possibilités scénaristiques qui étaient offertes par l'interactivité. Et de fil en aiguille, je me suis dit, comment on pourrait aussi faire de la recherche avec les images, la photo, la vidéo en particulier, et notamment dans des méthodes de recherche plus participatives, et c'est comme ça que je suis devenue spécialiste des méthodes de co-design, plutôt dans les champs de la santé, des technologies, de la médiation culturelle, et puis maintenant aussi la grande question, c'est celle de la sobriété numérique, justement comment on réinvente l'éco-prod par exemple. Ce sont des questions qui m'animent. D'accord, merci beaucoup. Bon, super, on va commencer par quelques petites questions, on va y répondre tous les trois. Aujourd'hui, est-ce que pour vous le design c'est forcément quelque chose de beau ? Est-ce que c'est l'esthétique qui prime sur le design ? Je réponds d'abord. C'est moi qui commence ou... vous voulez. J'ai vu qu'il te regardait. Ah pardon. Pour moi le design non, c'est pas forcément quelque chose de beau parce que c'est quelque chose qui va être en premier lieu utile. Peut-être que vous avez des précisions à apporter là-dessus ou... Je suis d'accord, oui, ça fait partie des poncifs de ce qu'on dit souvent sur le design. Le design, c'est avant tout l'esthétique, mais on est d'accord sur l'idée d'utilité sociale, d'une contribution, et notamment dans la vie quotidienne, il me semble. Et il y a toute cette question aussi, je pense, autour du design. Donc il y a l'esthétique forcément, donc c'est une partie du design, mais c'est vraiment la réponse à une problématique, à une question, ou comment développer un service. C'est vraiment tout ce travail de développement qui est apporté, je pense, au côté design, qui prend en compte du coup forcément en fin de projet l'esthétique, pour un produit ou pour un service ou de la communication ou autre. Ouais, je suis d'accord, une esthétique qui fait sens. Ouais, exactement. C'est ça, exactement. Et alors selon toi, est-ce qu'il faut savoir dessiner ou pas pour être un bon designer ? Alors ça c'est la grande question. Quand moi je suis arrivé du coup en première année à l'école de design, je suis pas un grand dessinateur. J'aime bien dessiner, j'aime bien créer de mes mains. Mais c'était la grande question de savoir est-ce que j'aurais le niveau en dessin ici. Et en fait l'école apporte vraiment ce travail de dessin et cette découverte du dessin, particulièrement en première année, où là pour le coup toute base en dessin est bonne à prendre, mais elle n'est pas obligatoire quand on rentre à l'école et pas forcément obligatoire dans le design en général. Je pense que c'est savoir sketcher, savoir représenter une idée, c'est vraiment la partie la plus intéressante dans le design et la partie qui va être primordiale quand on va travailler des projets ou autre. Ouais, je suis assez d'accord. Je pense que en fait, c'est un atout, ça c'est sûr, mais qu'après, puis ça dépend aussi de la filière métier au sein même du design vers laquelle on a envie de se projeter plus tard. Par exemple, en produit, si on n'arrive pas à dessiner le produit qu'on a envie de créer, c'est quand même plus compliqué. Mais après, comme tu dis, avant de rentrer à l'école de design, il y en a plein qui ne savent pas forcément dessiner et qui apprennent. On est là pour apprendre, donc
Donc c'est ça qui est important. Carrément. Et vous, quel est votre rapport au dessin en général? Je trouve qu'en effet, comme tu le disais, c'est la grande question. Après, moi, je trouve que c'est intéressant, avec la nuance que tu viens d'apporter sur il faut savoir sketcher, de revenir à l'étymologie. Dessin, I-N, mais aussi dessin, E-I-N. Et donc, comme tu le dis, sketcher, c'est savoir se projeter. Et finalement, c'est ça qui est important comme compétence quand on est designer. Ensuite, en effet, je suis d'accord avec vous, selon le type d'orientation que tu vas donner à ta pratique du design, et c'est pas forcément le crayon qui est ton outil premier. Mais en même temps, je trouve que ça soulève une vraie question. Moi qui travaille beaucoup sur des problématiques liées à la communication et au design numérique, finalement, aujourd'hui, un jeune designer apprend d'abord par les logiciels. Et en fait, je trouve que du coup, ça crée un rapport à la création aussi qui est contraint par la possibilité de ce que peut faire le logiciel. Et moi, c'est vrai que j'aime bien dans les contraintes créatives que je donne à mes étudiants aussi, c'est sortez des logiciels. Alors, l'idée, c'est de donner envie en étant, on va être sur un mode plus low-tech. Mais concevoir, c'est en effet envisager une architecture globale avant de rentrer dans le détail, en gros, de ce qu'on peut faire avec de la PAO et tous les outils numériques. Et ça, par contre, je trouve que c'est une compétence, d'autant plus quand on est en médias, en design numérique, qu'il faut cultiver. Parce que pour moi, c'est ça aussi, la créativité, le moyen d'expression propre au designer, même s'il a plusieurs médias dans son arc d'expression. C'est vrai que ce rapport à l'interface, forcément à l'ordinateur, à tout ce qui est logiciel, c'est une question qui revient assez nous, dans notre parcours, en tout cas dans le mien personnellement. C'est tout ce travail d'avant de passer sur un logiciel, donc le travail de sketch comme on le disait, mais tout le travail de réflexion qui est poussé ici en première année à être fait aussi à la main, donc au dessin, poussé à la réflexion en groupe, parce que c'est un travail qui est quand même tourné autour du social. Donc il y a vraiment toute cette question à l'école de design, en tout cas, de pouvoir travailler sur différents... avoir différents moyens de s'exprimer, que ce soit par tous les logiciels, mais aussi la pratique du dessin et la pratique d'une conversation en général avec d'autres étudiants. Oui, puis je pense qu'il y a savoir dessiner, il y a avoir une appétence pour le croquis, le sketch rapide, savoir représenter une idée rapidement et vraiment être dessinateur, et ça c'est quand même deux choses différentes, et ça il faut savoir passer une idée par le dessin en premier lieu, je pense. Ouais, puis je pense que le dessin est tellement général, en fait on qualifie un beau dessin d'un dessin réaliste par exemple, alors qu'un dessin ou un sketch est tout autant important ou peut tout autant transmettre une idée, même s'il n'est pas à la pointe du dessin parfait ou autre. Voilà, donc vraiment la traduction même du dessin, c'est de pouvoir s'exprimer et exprimer une idée. Le design et l'art, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que pour vous c'est la même chose? Alors pour moi non, mais je pense qu'on sera sûrement partagé, je sais pas. Parce que pour moi, l'art c'est quelque chose qui répond pas forcément à un objectif précis, qui va pas forcément cibler en fait un public, s'adresser à un public particulier, peut-être que je me trompe. Donc je dirais que c'est quand même différent, parce que le design ça a vraiment pour vocation d'être utile. Après En fait, moi je trouve que c'est un débat très franco-français et que dès qu'on quitte nos frontières, notamment dans les colloques, mais aussi des événements qui ne sont pas forcément que de recherche, on envisage ça de manière plus détendue, j'ai envie de dire, parce qu'en France, il y a une institutionnalisation de cette question, entre la constitution des écoles d'art et des écoles de design. Moi qui suis plutôt orientée dans des approches hybrides, interdisciplinaires, c'est pas à moi en plus de dire où est la frontière. Simplement, en effet, en France, on aime bien distinguer une pratique qui serait reproductible et qui serait plutôt de celle de l'ordre du design, d'une pratique qui serait plus proche de l'art ou de l'artisanat. Mais ça, c'est aussi, je trouve, des frontières qui sont plus poreuses. Parce que si on regarde maintenant dans le contemporain qui fait de la recherche en design et notamment en design social, on a des formes de recherche qui se rapprochent aussi de la recherche-création et où on essaie de pousser, quand on est sur des approches locales avec des participants et des usagers locaux, vers quelque chose de beaucoup plus arty, on pourrait dire, dans ce rapport à l'unicité, que de se dire on va faire un système qui est reproductible, et puis c'est le grand mot, qui est scalable.
Voilà. Non, en fait, on est aussi vers des approches, je trouve, qui sont plus proches de l'artisanat. Mais c'est parce que je ne suis pas concernée par ce débat que je me permets peut-être de dire que les choses sont plus poreuses. Non, non, non. Effectivement, même en général, à l'école de design, on met pas forcément de frontière entre l'art et le design, parce que ça nous paraît pas... j'ai le mot en anglais, relevant. Ça nous paraît Pertinent. Pas, pertinent, Ah oui. pardon. Ça nous paraît ça nous paraît pas pertinent. Et en fait, tout le travail de design en amont, donc tout ce qu'on disait, tout le travail de recherche et tout ça, c'est toujours tourné avec des veilles qui soient des veilles terrain, des veilles concurrentielles, donc ce qui se fait actuellement, ou alors des veilles juridiques, écologiques, enfin les questions actuelles. Et il y a toujours une partie des veilles qui est tournée aussi vers la veille artistique, parce que en fait, le design s'inspire de l'art et l'art s'inspire du design, mais quelle est la frontière? C'est là où vous mettiez des mots plutôt importants, c'est qu'en fait, la frontière n'existe pas forcément à notre point de vue, à notre niveau, et que voilà, c'est des choses qui se répondent et qui communiquent entre elles. Après, si je pouvais ajouter quelque chose par rapport à cette frontière, s'il y avait une frontière à mettre, moi je la mettrais sur le fait que le designer il va créer à partir des autres, pour les autres, tandis que l'artiste il crée plus à partir de ce qui lui est sensible à C'est lui-même, vrai. tu vois ce que je veux dire, ce qu'il aime, ses sensibilités et ce qu'il a envie de transmettre. Ouais. Voilà, pour moi la différence. Et donc, du coup, est-ce que le design pour toi ce serait que des objets? Alors, pas du tout. Personnellement, déjà par mon parcours. En fait, en arrivant ici, pour être complètement honnête, moi je suis arrivé il y a 5 ans à l'école du design quand j'ai fait mes premières journées portes ouvertes. En fait, ce qui était pour moi le plus connu en design, c'était tout le travail du produit, tout le travail du transport. Enfin, pour moi, le designer était un designer qui avait un produit fini à la fin, qui était tangible. Et en fait, en arrivant ici, on découvre que au-delà d'avoir du coup toutes les filières qui soient produits, transport, scénographie, architecture, on a des filières qui sont plus hybrides et qui vont vers du coup le motion, donc qui est de l'animation, du montage vidéo en général, de la communication, du graphisme, et des choses comme ça qui sont moins tangibles, donc du game, tout ce qui est UI UX qui là est vraiment différent. Et même au niveau des masters, en fait les masters sont tournés vers des questions plus que vers des choses concrètes ici, que ce soit le master care, média ou autre. Enfin média, tu peux peut-être un peu plus en parler, mais ouais, pour moi le côté produit est pas, plus du tout pertinent aujourd'hui, parce qu'en fait c'est tellement large et le design est tellement large et nous permet de faire tellement plein de choses que ce serait pas forcément pertinent de les réduire juste au produit ou quelque chose de tangible. Mais c'est assez intéressant que tu dises que toi t'es venu dans l'école et que tu pensais que le design c'était du produit, parce que moi c'était complètement l'inverse. Je suis venue dans l'école et je pensais que le design c'était que du graphisme en fait, parce que je suis venue pour faire du graphisme à l'origine. Et c'est en entrant dans l'école que j'ai découvert pendant la première année tous les autres domaines du design. Donc comme tu disais, il y a le design objet, le design d'espace, le design d'interaction, etc. Et donc oui, pour moi, je partage ta vision complètement. C'est pas que de l'objet le design, il y a plein de branches du design. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, moi, je suis complètement d'accord. En plus, venant des sciences humaines et sociales, j'ai vraiment une approche qu'on dirait de design global ou de design systémique. Et puis, c'est cette approche-là que j'ai apprise aussi, et puis qui m'a parlé, qui m'a donné envie de m'investir à l'université de Nîmes, parce que ce que propose, par exemple, Alain Findeli avec la recherche projet, c'est vraiment cette idée, en effet, que de toute façon, dans les problématiques sociales qu'on a à aborder, les problématiques sont transversales. Et on ne peut pas catégoriser en disant ça c'est du produit, ça c'est de l'interaction, ça c'est de l'espace. Donc, et puis aussi avec le développement d'approches globales comme le design de service, on en arrive justement à moins séparer les pratiques de la création pour se dire qu'il faut les faire converger en situation de projet. Alors après, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que finalement, ça donne dans les profils des designers une belle hétérogénéité, parce que quand même, des designers spécialisés, il nous en faut quand même encore, justement pour certaines particularités du projet où on cherche justement un très bon designer graphique qui va faire aussi de l'interaction.
Et donc je trouve que ça se complète parce que selon ce qu'on a envie aussi d'exprimer de soi-même, soit on est plus un généraliste et en gros un architecte ou chef d'orchestre qui va soutenir cette approche globale parce qu'en effet c'est devenu tellement spécialisé aussi qu'il faut se traduire entre ces différentes spécialités, soit on va aller chercher justement La voilà. personne de niche. Exactement, voilà, dont sa particularité, c'est cette compétence-là. Ouais. Bah, c'est tout ce que l'école propose aussi, c'est tout ce jeu entre la technique et le design global en général, donc sur des questionnements, comme on disait juste avant, c'est de pouvoir avoir, donc on a des spécificités, mais en sortant de l'école de design, notre diplôme est un design global, ce qui est assez plutôt généraliste, global, d'où le mot, mais avec des spécificités, c'est-à-dire que nous deux, on va avoir une spécialisation en motion, qui ne fait pas qu'on va être cherché forcément pour la technique, mais pour l'approche qu'on va avoir en fonction de nos projets. C'est sûr. Oui, et puis je pense qu'il est intéressant à l'école, c'est que du coup, donc, pendant le cycle bachelor, on va plus se spécialiser sur une partie technique, vraiment un métier plus particulier du design, tel que le design objet, etc. Et après, en master, on est tous mélangés, et donc là, on va vraiment questionner des problématiques, et puis le résultat final, la réponse à cette problématique, ça va, en tout cas souvent dans le master média, être un mélange entre de la scénographie, de l'objet, du graphisme, et où on va réutiliser toutes les compétences de chacun en fait, ouais, c'est ça, pour créer une réponse qui soit la plus adaptée possible. Donc si la réponse adaptée c'est un objet, oui un objet, mais ça peut être plein d'autres choses aussi, quoi. Ouais, c'est peut-être un système de solutions qui implique... Ouais, c'est ça. Exactement, c'est tout ce travail actuellement dans les grandes boîtes qui font du design, c'est tout le travail de directeur artistique, c'est tout le travail maintenant aussi de RH aussi, de recruter des gens qui puissent se compléter et avoir vraiment une vision globale et du design en général, avec des personnes qui ont des points forts et d'autres personnes qui apportent des choses différentes aussi et qui ont une vision plus d'ensemble. Je pense que le master est vraiment là pour nous montrer aussi une vision d'ensemble de ce que pourrait être un travail de A à Z, donc de sa conception, de trouver la problématique, mais aussi de tout le travail de création à la réponse et de communication aussi autour de ce projet-là, parce qu'en fait, au-delà d'avoir une réponse, il faut savoir aussi en parler et savoir communiquer autour. C'est important. Et est-ce que le design, alors c'est plus un petit vrai ou faux là, mais est-ce que vous trouvez que le design c'est pas tout autour de nous? Comment vous voyez le design autour de vous? Est-ce que c'est partout? Je sais pas. Ça pourrait être partout. Après, tous les objets et tout ce qui nous entoure n'est pas forcément réfléchi avec une méthodologie design, mais pourrait. Je pense que si tout ce qui nous entoure était vraiment réfléchi de façon avec une méthodologie design et tout, la vie serait trop chouette. Je sais pas quelle est ta position là-dessus. Ouais, j'aime bien la distinction que tu fais. En fait, moi j'ai l'impression que tout est design dans la mesure où il y a une surfocalisation sociétale sur le design et les designers ont une pression dans le sens où on attend d'eux qu'ils résolvent les problèmes que d'autres spécialistes avant eux n'ont pas résolus. Oui. C'est bien comme ça que souvent on fait appel au design. Après, moi je trouve que tout est design, mais on est encore trop dans le design comme un adjectif qualificatif et pas en fait comme un substantif pour le considérer comme une méthodologie, comme un regard, comme une approche. Et là, je pense que c'est ce que tu dis en fait. Ce serait super si c'était partout autour de nous, mais en fait, pour l'instant, il est un peu tout autour de nous comme « ouais, c'est super design ça ». Donc encore une fois, comme un adjectif qualificatif et non pas la reconnaissance d'une approche, d'un regard sur le monde qui se fait par le faire créatif. Et en effet, ce serait super si on avait plus l'accent là-dessus. C'est vrai que le mot design en général, je sais que quand moi j'ai dû le présenter par exemple à ma famille ou à des amis, en fait le mot design il est utilisé pour un peu tout et un peu rien. C'est-à-dire que si on dit quelque chose est esthétique, on va utiliser l'adjectif design, mais en fait ce qui est vraiment important au sein de notre travail et ce qu'on fait en général, c'est vraiment du travail de réflexion en fait par rapport à un projet qui est du coup souvent, même trop souvent encore actuellement, réduit, comme tu le disais,
à cet objectif. Et en fait, on revient aussi sur la question de l'esthétique. On ne travaille pas que pour de l'esthétique, et on travaille vraiment pour de la résolution ou du design de pensée ou du design d'apprentissage ici. Puis comme tu le disais, on travaille pour des gens Ouais. Des Oui, vrais c'est ça, gens. ouais. qui ont une vie quotidienne, C'est vrai. qui ont des contraintes, des motivations, pas seulement que des besoins, des aspirations, des rêves. Donc ça donne un regard Mm. assez particulier, il me semble. Oui, Ouais. et puis l'esthétique vient après tout ça, quoi. Ouais, et puis Finalement. il y a tout ce travail de... je me suis perdu en répondant à la question, mais il y a... Ouais, J'ai- écoute, voilà. tu retrouveras. Je retrouverai, je ferai une pause, je ferai un aparté, quelque chose. ça. Et... Et donc, est-ce que le métier de designer, c'est un métier en plein essor ou pas? Est-ce que toi, tu saurais répondre au... Ça va être compliqué, je suis pas encore sur le Ouais, marché c'est ça, du c'est ça. travail, mais en tout cas, j'en ai l'impression, j'ai l'impression qu'on parle plus de design actuellement, mais encore sur des questions de surface, enfin encore des choses de niche. Mais je trouve que le design, oui, a carrément, en quelques années, là, je dirais en 4 ans, est devenu quelque chose de beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus connu par le grand public. Je sais pas du coup. Ouais. ce que- Ouais, ben en fait, je trouve que oui, on est à un moment charnière. Alors après, c'est encore la même chose, c'est d'où on parle, en France ou ailleurs. Parce que par exemple, si on regarde en Angleterre, il y a même le Design Council, donc c'est évident, c'est intégré dans les politiques publiques, par exemple, ce qui est moins le cas en France, mais ça commence à bouger. Et en fait, je trouve que là aussi, ce qui est intéressant en termes d'insertion professionnelle, mais aussi au-delà de l'insertion professionnelle, c'est-à-dire en termes de levier pour le changement, le design est en train de sortir justement euh, de l'étape du projet où on le mettait tout le temps, c'est-à-dire pour faire du packaging, de la valorisation, de la com. Et en fait, on commence à comprendre l'enjeu de faire intervenir le design beaucoup plus tôt, y compris dans la phase de stratégie. Ouais. Et pas seulement... parce que vous allez me dire, oui, mais ça, c'est pas nouveau. C'était déjà le cas, le design industriel. Les designers travaillent très fortement avec les managers et les marketeurs. Mais là, on voit une génération de designers. Donc, je pense à l'agence Vraiment Vraiment, par exemple, à Paris, ou encore ici, l'agence d'ici, ou Sensipot, par exemple, qui sont des agences où, finalement, leur contribution, elle est aussi dans le développement de projets territoriaux, dans lesquels ils vont accompagner, pas seulement pour développer un projet, un produit ou un service, mais pour accompagner le changement, la transformation d'une entreprise. Donc là, en effet, sur ces enjeux environnementaux, sociaux, politiques, pour moi, il y a une vraie place du designer et qui se situe finalement à l'interstice entre un praticien professionnel et un chercheur. Là aussi, il y a quelque chose de très hybride avec l'émergence de statuts comme, alors avant on appelait ça bureau d'études, mais je trouve qu'il y a aussi, voilà, maintenant c'est plutôt des consultants, et c'est ça que je trouve intéressant aussi à voir, comment le design dans sa pratique professionnelle ne se cantonne plus aux places qu'on voulait lui donner avant, il est en train aussi de se déployer dans des sphères décisionnelles, et là pour moi il y a un enjeu fort. Bon, parce que aussi les problématiques d'accompagnement au changement, ce sont des problématiques qui me parlent. Ouais, carrément. Ouais, je saurais pas Ça me trop paraît quoi plutôt ajouter. complet. Ouais, surtout que c'est vrai qu'on est... Enfin, moi, je suis pas encore Ouais. dans le monde professionnel réellement, même si l'alternance Ouais, me voilà. le permet, mais... C'est plus compliqué. Ouais. Mais du coup, est-ce que pour vous, on a, je pense, répondu aussi avant, mais est-ce que le designer, il travaille souvent seul? Est-ce que c'est un métier plutôt solitaire ou est-ce que c'est un métier qui englobe plein d'autres en fait sous-parties? Ben, je pense que non, ça c'est sûr. Mais, et puis on y a presque un petit peu répondu quand on disait que, quand je disais qu'ici en master, souvent on mélangeait les compétences métiers des uns et des autres pour créer un projet pertinent. Et en fait, c'est souvent ça, selon moi en tout cas, ce qu'on fait dans la méthodologie design, c'est que on va aller voir des sociologues pour mieux comprendre le problème de l'usager, aller voir des historiens pour comprendre l'histoire, etc., et permettre ensuite d'avoir une réponse plus pertinente en fait, et du coup de s'entourer de tous ces autres corps de métier. Ouais, là aussi je suis d'accord, pour moi c'est vraiment une pratique collective, mais après
là encore, j'ai envie de dire, ça dépend des parcours, des trajectoires de vie. Parce que je vois aussi des designers aussi se positionner davantage, euh, et y compris ceux qui se sont vraiment investis dans les approches de co-design ou d'innovation sociale par le design et qui reviennent aussi à une pratique où il y a toujours de la co-conception, mais pas forcément aux endroits où on l'attend. Et c'est ça que je trouve aussi intéressant parce que si on regarde un peu tout le débat qu'il y a aussi aujourd'hui avec les approches de la conception participative, il suffit de lire Manzini, hein, When Everybody Design, on aurait l'impression qu'en fait le design est à la portée de toutes et de tous. Mais en fait, il y a vraiment aussi dans cette capacité à construire un environnement qui soit favorable à la créativité, une spécificité propre aux designers. Donc je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est que oui, de toute manière, on est dans des pratiques qui sont collectives, parce que ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est que quand tu as plusieurs spécialistes du design, mais aussi dans l'interdisciplinarité des chercheurs et puis les usagers qui participent à la conception, on a un travail collaboratif, mais je pense aussi qu'il y a vraiment des moments où, alors ça dépend de chacun et chacune des designers, mais on a un retour aussi sur un regard qui est plus personnel, et notamment dans les choix de conception possibles, même si on se nourrit des autres, des usagers ou des experts qu'on a pu rencontrer. Et toi, qu'est-ce Ouais, que t'en c'est sûr. penses? T'es d'accord? Plutôt oui. En fait, c'est aussi assez compliqué. Comme on disait, c'est quelque chose de personnel aussi de savoir ce qu'on a envie de faire plus tard. Je sais que actuellement, on va dire qu'il y a, bon, il y a plein d'autres manières de voir ça, mais il y a tout le travail par exemple de freelance qui est du travail plutôt solitaire où là on va être sur un projet, on a été contacté pour quelque chose en particulier, de la communication, de la création de produits, ou autre, où là il y a vraiment un travail où on va bosser pour une entreprise, mais sous notre propre chef, entre guillemets, et où là on peut du coup avoir une discipline qui est plus solitaire, mais en général le design vraiment c'est quelque chose de groupe, et c'est ce qui est vraiment inculqué ici à l'école, c'est vraiment de pouvoir jongler entre des designers qui se voient plus DA, communication, des designers qui font de l'architecture, mais qui cette fois-là vont travailler avec des gens qui font du produit, donc vont se rapprocher des choses qui sont plus proches du produit. Mais il y a vraiment en fait ce travail de ce qu'on expliquait, de jonglage entre chacun, les capacités de chacun et les envies de chacun aussi. Donc ouais, c'est vraiment un travail pour moi qui est un travail de groupe, mais qui peut être solitaire, mais en général qui est un travail de groupe, je trouve. Et je trouve que du coup, il y a une compétence très forte du designer dans ces projets comme ça, avec de multiples participants, c'est celle de traduction. Traduire les expériences des usagers en intention de conception, trouver un langage commun pour, tu as 40 spécialistes de choses différentes, mais à un moment donné, tu veux les réunir. Et donc ça, je pense que c'est une compétence aussi communicationnelle, mais qui est hyper importante pour pouvoir créer cet environnement favorable, finalement, ce qu'on appelle en communication la médiation, qui n'est pas seulement une transmission d'idées, mais bien ce milieu qui permet justement que circulent les idées. Et bien sûr, ça s'appuie aussi sur des objets concrets qui permettent, en circulant entre les acteurs, de faire avancer la conception. Donc on a toujours encore ce rapport à la pratique, au faire créatif qui, en circulant, permet de prendre des décisions, d'incarner les idées, de se projeter et de négocier collectivement les choix de conception finaux. Ouais, carrément. C'est un travail de négociation et de discussion en fait, communication. Enfin, c'est très important au-delà de la communication, ce qu'on a expliqué, la communication graphique et tout ça. Dans un groupe et dans une équipe, il y a vraiment tout un travail de communication, de savoir écouter et de savoir prendre parti sur certaines idées. Mais vraiment, tout ce travail de pertinence des informations qu'on va donner et des informations qu'on va recevoir pour à la fin avoir un projet qui est global et qui répond à toutes les demandes initiales de l'usager ou du projet demandé. Et alors, dans ce projet, est-ce que la phase de recherche est plus importante que la phase de création, ou la phase de création plus importante que la phase de recherche? Après, je pense que c'est très personnel à chacun et ça dépend de comment on va se mettre dans une équipe ou comment on voit un projet. Pour moi, c'est compliqué. Je
Je dirais quand même que la phase de recherche est primordiale pour un projet, quel qu'il soit, si c'est un projet pour un service ou pour un produit à l'arrivée. C'est vraiment la phase de recherche en fait, qui va nous permettre de démarrer la création. Et en même temps, en fait, ça peut être tout l'inverse. Ça peut être un travail créatif où au début, on va plus se projeter dans le produit fini et après réfléchir au fait, ok, il faut qu'il réponde à telle ou telle question. Donc, je pense que ça dépend vraiment de la manière dont on travaille. Moi, je dirais que la phase de recherche est quand même primordiale pour démarrer un projet. Enfin, quand je parle de mon expérience, je préfère démarrer. J'essaye toujours de démarrer un projet en me disant, ok, à qui je vais parler, comment je vais lui parler, pourquoi je lui parlerai de telle manière ou comment je vais traduire mon service par des recherches, par de la data, par de la veille terrain, par plein de choses. Mais surtout voilà, par ce travail de recherche en amont, je dirais. Même si la création est forcément une partie. Enfin, non, pas forcément d'ailleurs. C'est très flou, mais dans le sens où la création fera partie de la recherche, mais je le vois plus comme. Tout travail, voilà, ce que je disais, le travail de recherche, très important au début. Non, je suis assez d'accord avec toi. J'aurais du mal à dire lequel est le plus important entre les deux. Je pense qu'ils sont d'ailleurs un peu en fait liés. Ouais, ils sont quand même très liés et pèsent autant, je pense, dans la réalisation d'un bon projet de design. Après, comme tu le disais, la phase de recherche, elle est primordiale si on veut avoir un projet pertinent, en fait. Ouais. Parce qu'on peut avoir un projet très beau, mais qui n'est pas pertinent, et dans ce cas-là, au final, il est un peu inutile. Donc du coup, c'est là où la phase de recherche joue un rôle primordial. Où la phase de création est plus secondaire mais importante aussi parce qu'après le produit il faut bien qu'il soit visuellement aussi adapté aux usagers et qu'il donne un minimum envie donc c'est deux choses qui viennent au coude à coude je pense. Oui, en même temps je trouve que là on a vraiment une question qui est au cœur de la spécificité de la pratique du design. Parce que ce dont vous parlez, ce sont aussi des itérations finalement entre la recherche et la création. Et d'ailleurs, moi c'est une question qui m'intéresse en particulier parce que comme je m'intéresse aux méthodes visuelles, créatives et narratives, je trouve ça hyper intéressant de voir comment les designers représentent pour eux-mêmes le process de conception à l'intérieur de l'équipe et aussi le représentent pour autrui, notamment quand ils vont convaincre. Je sais pas, par exemple, d'avoir un appel à projet, que cette approche, elle est intéressante. Et du coup, le premier schéma, modèle hégémonique que j'ai en tête, c'est le double diamant. Et en fait, je trouve que toujours dans ces visualisations, alors c'est super, hein, ça permet au moins d'avoir un support d'ingénierie sociale qui montre que nous, on veut pas faire du projet linéaire. On veut faire de l'itération, ok. Mais d'un autre côté, dans la vraie vie, ça se passe jamais comme ça. Concrètement, je trouve que ce schéma, il montre pas le parcours émotionnel. Parce que je suis d'accord que c'est des recherches et conception, et notamment conception créative, c'est des étapes qui se valent. Mais ça dépend des projets, et notamment pour certains projets, l'investissement émotionnel que demande la co-création. Quand vous parliez de phase de négociation tout à l'heure, et là je trouve qu'il ne faut pas avoir une vision naïve de ce que c'est la co-conception, où tu mets des gens autour de la table avec des post-it, et puis tout, alléluia. En fait, non. Je trouve que c'est important de le préciser aussi très tôt aux étudiants qui s'intéressent à ce type d'approche. Ça demande aussi de ne pas prendre les choses personnellement, parce que la plupart du temps, ce qu'on voit dans un projet, c'est en effet des moments de négociation où les acteurs, ils portent des enjeux très forts. Je peux vous dire que quand vous avez un patient qui, parce qu'on a construit cet environnement favorable, se sent légitime d'exprimer son expérience et qu'elle est dissonante, je ne sais pas, par exemple avec un acteur plus institutionnel ou même un expert. Bon, voilà, il y a des choses qui se disent, qui doivent être entendues et qui ne doivent pas forcément se résoudre par du consensus. Parfois aussi, par les objets de médiation du design, on crée du dissensus volontairement parce qu'on veut qu'il y ait des enjeux qui émergent pour pouvoir prendre des décisions justement et dire en fait, on n'aura peut-être pas 10 partout à tout ce vers quoi on voulait tendre, mais on a collectivement négocié et on a vu qu'il y a des enjeux qui sont plus importants que d'autres. Donc oui, c'est vrai, il y a des fois où il y a des projets où il y a plus de recherche que de création, mais des fois aussi la phase de création dans tous ces allers-retours avec les différentes parties prenantes peut être une charge émotionnelle
difficile à gérer. Et en fait, il faut le dire parce que c'est normal. Et c'est pour ça qu'on est aussi un collectif et que ça s'apprend aussi avec l'expérience, quoi, cette capacité à gérer ce dissensus parfois, ou du moins une co-conception qui n'est pas que quelque chose de positif. C'est vrai qu'il y a tout ce travail, enfin c'était très intéressant d'ailleurs, merci, mais il y a tout ce travail en fait de méthodologie qu'on apprend pendant nos études, parce que le travail de design est régi par X ou Y devant telle ou telle question, donc on est régi par des apports méthodologiques, c'est-à-dire que des manières de penser ou de s'imaginer sur un projet, mais qui ne sont pas forcément les manières qu'il faut utiliser ou qu'on va utiliser plus tard, mais qui sont plus des outils pour nous ouvrir et nous dire voilà, vous avez ce nombre-là, enfin un nombre incalculable de méthodologies, mais de savoir choisir aussi celles qu'on va utiliser dans un projet ou celles qui nous semblent le plus important, ou voilà ce qu'on disait au niveau de la recherche, des fois c'est recherche, création, recherche, voilà. Mais voilà, c'est le travail de nous en tant que personne et nous face au projet ou nous face au groupe, comment voilà, on va interagir et comment on va utiliser des outils qu'on a appris ou alors des outils qu'on va développer au moment du projet. Ad hoc, exactement. Ouais. Et c'est quelque chose que je dis toujours aussi à mes étudiants, notamment quand on est sur les méthodes d'écriture, la narratologie. J'ai un peu l'impression qu'on soit en art, en design, en cinéma, en audiovisuel, en fait les règles elles sont intéressantes pour savoir comment on fait, mais ensuite on va les hacker, c'est sûr. Et c'est toujours la première chose qu'on fait en design. Qu'est-ce qu'on fait? On renégocie la commande. Donc c'est ça aussi, je trouve qu'en effet, ces méthodes, elles sont sécurisantes, elles permettent aussi, comme tu disais tout à l'heure, de communiquer sur notre projet, pour que aussi on nous fasse confiance et qu'on n'ait pas l'impression qu'on écoute simplement notre intuition. Il y a quand même un cadre, mais ce cadre, il est là pour être hacké, pour être détourné, pour être adapté en fonction des situations, des personnes avec qui on travaille, et puis des projets. Voilà, il y a des choses parfois qu'on développe ad hoc spécifiquement. C'est aussi, si on le reprend plus fermé, au-delà de parler d'un projet dans sa globalité, c'est tout le travail de designer, par exemple un designer graphique, qui a des règles graphiques qui sont des règles qui sont régies par des livres, des personnes qui ont travaillé dessus, qui ont travaillé sur le graphisme en général. Donc tout ce qui est quadrillage, répondre à telle ou telle règle. Et en fait, c'est le travail de designer est aussi de prendre ça en compte, mais de créer quelque chose qui marche aussi, bizarrement, mais sans forcément respecter les règles. Et d'aller au-delà de juste la réflexion de j'apprends quelque chose, je l'applique. Parce qu'en fait, le designer est là pour avoir sa vision sur un projet, et là pour apporter des choses qui sont nouvelles et pas forcément toujours régies par les mêmes règles ou tout ce travail fait en amont. Enfin, je trouve en tout cas à l'école qu'on a vraiment ce début. Forcément, on est confronté à des choses qui sont très régies au début, parce que il faut aussi nous cadrer et avoir la possibilité de comprendre qu'est-ce qu'on fait comme étude, qu'est-ce qui se passe dans un projet concrètement. Mais ce qui est vraiment, en tout cas, un des points forts du master par lequel moi je suis passé, c'est vraiment de pouvoir transgresser ces règles et arriver à quelque chose qui marche tout autant, voire plus, voire moins, ça arrive aussi, mais qui nous permet d'aller voir autre chose et d'apporter autre chose aussi personnellement et sur un projet. Je suis assez d'accord, puis c'est tout l'intérêt d'être dans une école de design, c'est que ils vont nous apprendre tous ces codes, toutes ces règles, et puis après, libre à nous de les transgresser ou pas pour être plus pertinent. Exactement. J'ai une question qui a été posée sur le live, qui est: que pensez-vous de l'auto-formation et de l'importance du réseau, et comment se faire du réseau hors école? On va commencer sur l'auto-formation. Alors, personnellement, ça va être un peu compliqué parce que moi je suis passé du coup, comme on le dit depuis tout à l'heure, par l'école, et je connais pas forcément de personnes qui ont fait d'auto-formation face au design, donc je ne saurais pas exactement par où passer. Je trouve que c'est important d'avoir d'être sous couvert de l'école, où on apprend des choses forcément qui sont différentes de quand on s'informe nous-mêmes. Après, je pense qu'il y a des gens qui sont faits aussi pour faire des études plus cadrées, donc dans une école et tout ça. Il y a des gens en fait qui sont faits pour
d'eux-mêmes aller vers une partie du design. Je pense que c'est tellement large que c'est compliqué de dire est-ce que ça dépend de qui tu es personnellement, ça dépend d'où tu vas t'informer aussi, parce que l'information est importante, ça dépend de comment tu développes, soit c'est une technique, soit c'est une vision plus globale. Je ne saurais pas dire ce qu'il est. Enfin, pour moi, en tout cas pour ma personne, ça a été vraiment de trouver l'école de design qui me permettait en fait d'avoir ce cadre, cette base, et de après moi me construire en tant que designer et en tant que personne face au groupe, face à un travail, face à un stage ou autre. Oui, concernant l'auto-formation, moi, j'ai dans les personnes proches de moi quelqu'un qui pendant plusieurs années a essayé de s'auto-former au design et c'est vrai que c'était pas forcément évident parce que peut-être que c'était pas un profil qui était adapté à ça. Maintenant qu'il est en école, ça se passe beaucoup mieux et ça coule de source quoi. C'est plus facile, mais je pense que ça dépend des profils. Et dans tous les cas, même en venant à l'école, je pense qu'il y a toujours une part de nous qui continue de s'auto-former, même en étant dans une école. C'est-à-dire que tu vas apprendre une méthode, comme on le disait, même on va apporter des références en histoire de l'art, etc. Mais après, il y a toujours... c'est d'ailleurs une partie du travail de designer d'aller s'informer de soi-même, aller à des expositions, se tenir informé des dernières peut-être technologies qui sortent ou ce genre de choses, d'être un peu à la page là-dessus. Donc du coup, l'auto-formation, je pense que c'est très personnel, ça dépend vraiment des parcours et des personnes. Il y a des gens qui vont très bien s'auto-former. Moi, je sais que personnellement, ça aurait été plus difficile et que j'ai besoin d'avoir un cadre pour me former, ça me facilite les choses. Mais après, dans tous les cas, il y a une part d'auto-formation, même en études, parce que c'est à nous d'aller découvrir des expos ou autres pour se cultiver là-dessus, quoi. Moi, je suis carrément d'accord avec toi. Alors, puisque c'est aussi lié aussi à la question du réseau, alors encore une fois, c'est en France, il me semble difficile de se dire qu'on est designer sans avoir fait une école de design. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi une question de légitimité professionnelle. Et moi, j'en parle avec un regard un peu décalé parce que je viens de l'audiovisuel et du cinéma et que la légitimité, c'est un petit peu comme en architecture. Elle se fait par les cartes pro. De toute façon, sur un film, si tu veux un financement CNC, il faut qu'il y ait une carte pro de monteur, de réalisateur et de producteur. C'est le minimum. Il n'y a pas cet équivalent avec le design. Et comme en plus le design, on l'a dit tout à l'heure, est en train de se déployer dans une insertion professionnelle qui est plus large que là où on l'attend, notamment sur des éléments stratégiques, ça n'existe pas une carte pro, consultant, designer. Donc moi je trouve que dans l'espèce de quête de légitimité que le design en tant que discipline du projet est en train de traverser en ce moment, je conseille, si on est en France, fais une école de design. Ouais, carrément. Par contre, je suis d'accord avec toi sur l'auto-formation. Pour moi, elle est presque inhérente à la curiosité du designer, soit pour des points spécifiques. Alors là, c'est aussi le débat, je pense que vous devez en avoir aussi avec l'école de design, quand certains étudiants nous disent « Non, mais nous, on veut absolument être formés sur cet outil technique. » En fait, il vaut mieux qu'on te forme sur la stratégie, sur des choses comme ça. Tu peux t'auto-former, il y a des tutos en ligne. Et en effet, toute ta vie, tu glanes des sources d'inspiration, de la même manière qu'en effet, comme tu le disais, tu vas dans des expos. Pour moi, c'est ça, la spécificité de la créativité du designer, c'est que justement, il se fait sa petite bibliothèque personnelle ou mémoire personnelle d'expos, d'expériences, mais même dans la rue, d'expériences humaines, de choses qui te touchent, en fait, du quotidien. Et ça permet de nourrir, tu es en train de parler d'un projet sur le design des politiques publiques, et là, il va ou elle va te sortir un truc qui te semble avoir rien à voir, mais transposé en fait dans le cadre du projet, ça a beaucoup de sens. Et donc en effet, ça demande de l'auto-formation, de l'autodidactie. Donc voilà comment je répondrai un peu en deux temps. Et puis après, je ne sais pas dans quel sens a été posée la question, mais c'est vrai qu'il y a, enfin, pour moi, il y a design et design. Ouais, vas-y. La question de base, c'était vraiment l'auto-formation et l'importance du réseau. Et donc, comment se faire du réseau en école ? Est-ce que c'est possible, du coup, d'avoir un réseau sans forcément être à l'école, de pouvoir se dire qu'on a des contacts grâce au projet ou autre ? Merci pour les questions. Merci. Alors, je pense que dans tous les cas, l'école, ça constitue quand même un réseau, ça c'est sûr. Moi, je le vois là en commençant à arriver doucement dans le monde professionnel, en développant la freelance et tout.
Ou pour répondre à certains projets, en fait, je vais demander à des gens avec qui j'étais par exemple en bachelor, avec qui je sais que je travaille bien, avec qui je sais que c'est efficace, et je sais que c'est déjà arrivé dans l'autre sens aussi. Donc, et là, on en est encore qu'au début, parce que je suis encore qu'en master, donc je suppose que dans 10 ans, il y aura beaucoup plus d'exemples de projets de ce type, je pense. Et je pense que concrètement, en fait, quand on parle de réseau, c'est quelque chose de très vaste. C'est-à-dire que le réseau n'est pas forcément quelque chose qui est lié au monde du travail ou des gens qui peuvent te donner du travail, mais le réseau est en fait vraiment tourné autour de tous ceux qui peuvent t'apporter quelque chose de différent, tous ceux qui peuvent t'aider sur un projet, comme tu le disais avant. Et en fait, toute cette création de réseau, elle se fait par l'école, donc tous les étudiants entre nous, par les professeurs et par les projets aussi qu'on va pouvoir faire avec des entreprises qui sont du coup reliées à l'école. Donc on part avec, je dirais, un bagage réseau qui est différent de quelqu'un qui forme, enfin, qui se forme tout seul. Donc oui, effectivement, le réseau à l'école du design est très important et est vraiment le leader de beaucoup de nos projets et en fait est vraiment le travail de designer, donc voilà, de pouvoir communiquer autour. Mais oui, je pense du coup, comme je disais juste avant, que l'école apporte du réseau, mais qu'un réseau, on peut se faire aussi du réseau sans forcément avoir fait l'école de design. Et c'est pas forcément un professionnel en particulier qui te fera, qui te fera avoir du réseau, mais plus voilà, des sorties culturelles. Ce que tu disais avant aussi, tout ce qui est sorties culturelles, tout ça, en fait, on rencontre des gens et c'est des gens qui ont des spécificités et qui peuvent te servir à bon escient sur des projets. Ouais, alors là, moi aussi, j'ai l'impression que derrière cette double question, il y en a une autre qui est aussi, parce qu'on voit bien que se développent aussi des figures médiatiques en dehors de toute logique institutionnelle. Par exemple, je sais pas, un bon YouTuber, Ouais. et du coup, encore une fois, bon, c'est possible, mais moi, quand j'entends cette idée de réseau, c'est ce que vous disiez, l'idée de, aussi dans ton école, tu crées les futurs professionnels avec lesquels tu vas travailler le jour où tu pourras choisir avec qui tu travailles. Et ça, en effet, ce jour, il arrive à un moment donné. Et sur des gros projets, une fois que il vaut mieux y aller avec des gens avec qui tu t'es éprouvé. Et puis, il y a aussi encore, on revient à cette idée de la légitimité professionnelle. Parce qu'en effet, c'est très différent de s'immiscer dans un réseau institutionnel type la PCI, par exemple, et puis d'aller vouloir toucher à des organisations en réseau. Donc, Karl parlait tout à l'heure des associations. Justement, si on pense à Ethics by Design, par exemple, c'est encore un autre type de positionnement qui permet de se positionner dans un réseau où il y a une démarche qu'on va chercher à mettre en valeur. Et là, ça va être un réseau plus ouvert où il va y avoir des designers, mais il va y avoir aussi des chercheurs. Il va y avoir des professionnels puis du milieu de l'entreprise. Donc en fait, je trouve que c'est aussi une manière de construire une légitimité et une reconnaissance de la contribution du design dans ces secteurs d'intervention. Donc c'est encore peut-être une autre manière de parler du réseau. Et puis c'est vrai que à l'école, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on apprend beaucoup les uns des autres. Donc c'est quelque chose de très riche, parce que oui, on peut voir les uns et les autres comme une partie de notre réseau, mais c'est aussi super enrichissant de voir, on donne une problématique à toute une classe et puis chacun va apporter sa réponse à cette même problématique et ça va être des réponses qui vont être toutes super différentes. Et en fait, c'est très enrichissant ensuite pour les futurs projets de pouvoir se construire par rapport à toutes ces réponses-là d'élèves avec les cerveaux tout neufs. C'est vrai qu'on en revient toujours à ce qu'on disait tout à l'heure, la communication en fait. C'est un peu je trouve que c'est un peu la clé de tout ça. Et la communication, c'est quoi? C'est créer du commun. Donc déjà, en effet, c'est ça. Qu'est-ce que ça va être le langage commun? C'est pour ça que je parlais de traduction, mais en effet, on en a besoin. Et je pense que les qualités d'entre-gens sont attendues d'un designer pour qu'il puisse travailler en équipe, comme vous l'évoquiez tout à l'heure. Après, je ne sais pas si la question aussi, c'était de savoir comment se construire concrètement un réseau dans le design ou pas trop. Non, ok. Okay, j'espère qu'on a répondu à la question. Ouais, c'est ce que je me disais. Avons-nous répondu? Je suis assez d'accord du coup avec ce que vous avez dit. Ouais. Et on a une autre question qui est pour toi, Marie-Julie, qui est de savoir si par rapport à ton parcours, tu as pu passer par exemple du cinéma au design. Est-ce que c'était possible
possible de faire l'inverse? Passer du design au cinéma? C'est ça. Ah, moi je trouve qu'on le voit de plus en plus. Vous m'avez parlé tout à l'heure, ici même, Sur ce de canapé. motion design, Ouais. en effet. Et pour moi, c'est une vraie question qui porte sur l'hybridation des compétences. Et je regarde Carl Pinault quand je dis ça, parce que c'est une question qu'on se pose en fait dans nos écoles sur comment vous formez, vous préparez à ça. On le sait aujourd'hui, communicants, designers, ou voilà, plus des spécialistes de la création audiovisuelle. En fait, on va travailler ensemble en projet. C'est encore une fois l'idée de trouver un langage commun, avec, j'ai envie de dire, un désir de travailler sur les matérialités médiatiques qui est différent selon d'où on vient et qu'il faut comprendre aussi. Mais oui, pour moi, c'est possible. Beaucoup plus, il me semble, que quand on se rend compte, en faisant du design d'espace, qu'on s'intéresse à l'archi. Et là, il me semble que c'est beaucoup plus difficile. Enfin, moi, je conseille toujours à chaque fois aux étudiants de faire une école d'archi, même si tu es avancé dans ton parcours. Il me semble que oui, design cinéma, il y a vraiment... Et en fait, il y a aussi vraiment de la mobilité, parce que moi, c'est comme ça que je m'y suis intéressée. C'est-à-dire, à un moment donné, quand les jeux vidéo ressemblent à des films de cinéma, et que le cinéma, lui aussi, veut aller vers l'interactivité, ben, tu te poses cette question de ce qui est commun. C'est pour ça que moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ces questions de narration, hein, mettre en histoire, construire une diégèse. Mais on voit bien que ça se fait de manière très différente du cinéma au design. Par exemple, si on se questionne sur le storyboard, un storyboard en cinéma, hein, où un plan égale finalement une vignette de story, c'est très différent en design de service. Une vignette, ça va être une séquence d'action, et il y a une dimension beaucoup plus stratégique où tu veux montrer que ton service y répond à un besoin, et le point de contact entre l'utilisateur et le service, tu l'as amélioré. Mais ce sont des questions passionnantes d'aller-retour, de circulation, avec des pratiques, je trouve, qui s'enrichissent mutuellement. C'est-à-dire qu'on a, enfin, si je peux rebondir, on a des outils comme tu parlais du storyboard ou du storytelling, enfin de toute cette approche de pouvoir apporter un scénario à quelque chose. C'est ultra important, et c'en est important du coup pour le travail d'animation, du coup de motion, mais c'est aussi important pour plein d'autres projets. Enfin, je sais que moi, j'ai pu mettre à profit tout ce que j'avais appris du storyboard, du synopsis, du storytelling, de tout ce travail de scénario pour mes projets, qui soient adaptés à un projet de communication de motion, ou qui soient adaptés à un produit, à une architecture, à un usager ou à un service. Et c'est là vraiment où on se rend compte qu'en fait on a des profils, en tout cas ici à l'école design, qui sont des profils hybrides et qui tendent vers des choses qu'on va préférer ou moins, mais qui tendent voilà, à rejoindre d'autres métiers ou d'autres formations qui sont soit proches du design, soit un peu éloignées. C'est sûr. On a une autre question? Est-ce qu'on a répondu? Du coup, oui, assez, je pense. Donc, merci en tout cas. Merci aux questions. Et on va faire peut-être une petite question. Est-ce que le designer se doit d'aimer tous les projets qu'il va entreprendre? Est-ce qu'on doit avoir une attache particulière avec un projet pour le réaliser? En tout cas pour vous. Pour moi, le design, c'est être curieux. Donc je pense qu'à partir du moment où tu es designer, dans tous les cas, tu es curieux. Donc a priori, je pense que tu es... Après, je me trompe peut-être, mais a priori, tu es intéressé par beaucoup de sujets. Après, évidemment, tu restes un être humain, donc il y a des sujets pour lesquels tu vas avoir plus d'appétence que d'autres. Mais je pense que, moi, en tout cas, personnellement... quasiment tous les projets qui nous étaient proposés à l'école, tous les sujets, je les trouvais intéressants, et quand on ne connaît pas un sujet, ce qui est intéressant, c'est de le découvrir. Quand on connaît déjà un sujet, ce qui est intéressant, ça va être de l'approfondir. Et d'en parler avec les autres aussi. Ouais, c'est ça, d'en parler avec les autres. Donc après, la question, c'est est-ce qu'il doit, je sais pas, mais en tout cas, à minima, être curieux envers tous les sujets. Ouvert. Ouais, ouvert. Open mind, open will, open heart, c'est la théorie U. Mais moi, je trouve que c'est à double tranchant. Alors, je partage tout à fait ton avis. À minima, de l'ouverture, de la curiosité. Et de toute façon, pour faire du design, il faut de l'empathie pour les gens aussi. Et parfois, c'est des gens avec qui jamais, dans l'espace social ou public, on serait allé. Et ça permet justement parfois de faire le lien. Alors après, cette question de est-ce qu'il faut aimer, moi, je trouve qu'elle est à double tranchant. Parce que là, vous êtes en train de vous positionner sur des projets de commande. Mais imaginons un projet auto-initié.
Et je trouve que c'est difficile aussi parce que aimer ton projet, c'est aussi être dans l'affectif. Et parfois, dans l'affectif, tu vas avoir plus de mal à trancher. C'est là que c'est la force de l'équipe de dire ben non, tu décides pas tout seul parce que c'est un projet auto-initié et que c'est très différent d'un projet avec commanditaire où au moins il a ou elle a le Final Cup, ou si c'est un collectif. Mais en tout cas, en effet, avoir cette ouverture, de la compréhension. Et ça, en effet, je trouve que c'est un élément très important parce que je me souviens d'un projet sur lequel je travaillais avec nos étudiants justement au Master Design et Innovation Société à l'Université de Nîmes. Et c'était un projet pour repenser la citoyenneté. Et à ce moment-là, c'était le moment où se développait une parole citoyenne en France, qui contestait tout simplement Macron. Et des débats étaient organisés sur Twitter ou sur certains plateaux télé que les étudiants ne considéraient pas. Par exemple, un plateau de Cyril Hanouna. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, peut-être que vous ne les considérez pas comme étant de l'ordre du débat, mais il faut quand même aller voir ce qu'il y a dessus. Même si Twitter, ça vous saoule, que vous estimez qu'on n'est pas du tout dans l'agora et la démocratie délibérative, c'est sûr. Même si le plateau de Cyril Hanouna, vous trouvez que c'est pas sérieux, en attendant, c'est regardé par une grande partie de la population. Donc, il faut le considérer, il faut s'y intéresser et le prendre en compte. Donc, ça revient à ton idée de curiosité, même si a priori, on n'aime pas. Non, c'est sûr. C'est sûr. Et merci beaucoup pour tout ce qu'on a pu avoir, les petits débats aussi. Et on a pu voir aussi qu'il n'y a pas de réponse concrète de vrai ou de faux, souvent en question. Et c'est tout ce travail de communication. Je reviens sur la communication. Jean Communication, bonjour. Mais voilà, tout ce travail de savoir en discuter. On va peut-être revenir sur une partie un peu plus concrète de l'école de design avant la fin, de savoir quel cycle on a eu, quels sont les cycles qui sont ici, qui sont présents ici à l'école de design et les masters, tout ça. Peut-être un peu sur la vie étudiante et on pourra clôturer après. Du coup, si on reprend au début, alors on a fait tous les deux un cycle motion, donc un bachelor en motion. Donc il faut savoir qu'à l'école, il y a la voie que nous on a empruntée. C'est une première année du coup d'ouverture au design. Donc il y en a qui qualifient ça d'un peu de prépa. Donc c'est d'avoir la possibilité de voir toutes les aires de design qui sont proposées ici. Donc si je ne me trompe pas, je veux savoir si j'ai tous les énumérés. Donc il y a graphisme motion, donc motion qui est de l'animation, qui est maintenant une filière globale où les personnes peuvent choisir des majeurs et des mineurs en motion ou en graphisme print, du coup en impression. Il va y avoir transport et produits. On a UI UX qui est de l'interactivité et du design de service si je me trompe pas. Et j'en oublie. Game design, donc tout le travail de jeux vidéo, d'interface. Puis scéno-archi. Scéno et architecture, donc scénographie qui est plus tournée vers du projet d'événementiel, en tout cas à l'école, de très large, mais qui peut avoir du coup une tournure événementielle et de l'architecture d'intérieur. Ouais, Il me semble que je les ai tous normalement. Donc une première année où on découvre tous ces cycles-là, 2 ans de spécification donc, dans une filière en particulier, et après du coup des masters qui sont donc complètement différents. Donc le parti pris de l'école de design, c'est d'avoir des masters qui sont ouverts plus à des problématiques et à des questionnements actuels que spécifiés sur de la technique. Donc à partir du coup de cycle, tous les élèves peuvent être réunis dans une classe avec des questionnements. Personnellement, moi j'étais, et ce qui est la force aussi de l'école, c'est de proposer des masters qui sont à l'étranger. Donc j'ai pu faire mon master au Studio Brésil, donc à Sao Paulo, donc pour 1 an et demi, c'est-à-dire un premier stage du coup à Sao Paulo, puis 2 semestres de cours qui sont vraiment tournés vers l'interculturalité et le design de stratégie appliqué du coup au Brésil. Mais il y a des masters qui sont aussi en France. Oui, ce que j'allais dire, c'est que nous, on a vraiment des parcours de master du coup différents. Moi, je suis restée en France et je suis toujours d'ailleurs en master média. Et ce qui est intéressant aussi avec les masters, c'est que du coup, ils sont disponibles en apprentissage, en alternance.
Et ça permet de se professionnaliser et puis d'être vraiment intégré dans une entreprise pendant 2 ans. Donc c'est assez long. Et puis du coup, le rythme, c'est 6 semaines en entreprise, 3 semaines à l'école, globalement. Et donc ça laisse le temps de vraiment créer des projets dans l'entreprise, etc. Puis après, je ne sais pas si on présente un peu les différents masters. C'est ce que tu fais, toi, un parcours en alternance ? Ouais. Tu peux nous en dire un peu plus, chez qui tu Ouais. es ? Moi, je travaille chez France 3, Pays de la Loire. Et donc, je fais partie de la cellule web, du pôle web. Et en gros, pour faire court, je m'occupe d'accompagner, j'aime pas trop ça, mais ouais, la transition vers le numérique, vers développer les plateformes, la plateforme France.tv par exemple, les réseaux sociaux aussi. Donc tout ça, et puis la mise en valeur de contenu, réfléchir aussi des contenus plus appropriés à un public qui est différent sur Internet que celui que France 3 a l'habitude de côtoyer à la télé. Ne serait-ce qu'en termes de tranche d'âge, des populations plus jeunes, notamment en particulier sur les réseaux sociaux. Et donc il y a un véritable travail d'adaptation des contenus et puis aussi de développement de nouveaux contenus plus appropriés en collaboration. Et comme je suis issue du bachelor motion design, forcément ça c'est une assez grande partie de mon travail, mais aussi une grande partie de graphisme, je dirais, parce que de toute façon c'est 2 pratiques qui sont quand même assez liées. Et globalement, je pense que c'est à peu près ça que je fais en entreprise. C'est là qu'on voit bien justement l'hybridation à travers l'expérience que tu nous racontes entre plusieurs compétences. Donc tu dois l'observer aussi au quotidien. Moi j'en profite puisqu'on a pas mal aussi parlé des liens entre communication et design, que c'est tout nouveau, mais on ouvre aussi un bachelor en commun, école de design, Audencia, Sciences Com et Audencia tout court. Oui, j'ai vu ça. Qui est, je crois, management de projet en design et communication. Donc voilà, on en est là, quoi. On rajoute des briques pour montrer que déjà peut-être que vous former ensemble à un moment donné permettra de préparer cette hybridation, même si après, comme vous l'évoquiez avec la spécialité de vos masters, vous pouvez vous spécialiser dans les masters. Mais ça, c'est une vraie contribution, je trouve. Alors je ne sais pas si y en a beaucoup au national, mais en tout cas, je trouve que c'est important parce que, voilà, on le voit bien dans ce que tu expliques ensuite. De toute manière, vous travaillez ensemble ensuite. Donc, c'est des cultures de la conception qui sont différentes mais complémentaires. Et plus on les fait dialoguer tôt, plus on prépare justement cette pratique du projet partagé. Puis après, je sais qu'à l'école, il y a aussi les DNMAD. Ouais, qui est un parcours différent. Ouais. Je les connais pas très bien, je sais pas si toi tu les connais. Alors, pas forcément, mais en tout cas, tous les cycles, je vais faire un peu la promo du site de l'école. Le site de l'école, il y a des schémas qui ont été réalisés pour comprendre tous les différents parcours qu'on peut faire à l'école, que ce soit juste que ce soit en DNMAD, en bachelor ou pour un cycle master par la suite. Où c'est très bien expliqué. Il y a des informations sur tous les différents parcours possibles. D'entrée à l'école et même de continuité à l'école. Et juste pour rebondir ce que je disais, c'est que en fait, l'école a vraiment le parti pris de professionnaliser les élèves qui y sont, c'est-à-dire de travailler avec des professionnels sur des projets qui sont particuliers. Et ce qui est plutôt intéressant et important, ce qu'on disait juste avant. Avant de clôturer, est-ce qu'il y a des questions ? Si besoin, je peux juste dire 2-3 trucs sur le DNMAD. Ah ouais, oui, peut-être. vas-y. Vas-y, viens. Ouais. Près du micro. Allez, viens. Nouvelle intervenante. Donc par rapport au DNMAD, en fait, ce qui est intéressant, c'est que dès la 2e année, on peut se professionnaliser. Tu peux peut-être venir là. C'est toi avec Bienvenue, nous. quoi. C'est si confortable. C'est un peu l'idée de la convivialité du canap, non ? Donc du coup, dès la 2e année, on peut se professionnaliser. Il y a des sujets qui ressemblent pas mal à ce qu'on peut retrouver en bachelor aussi, de type DNMAD numérique que nous, on peut un petit peu aborder en bachelor UX. Mais c'est pas exactement les mêmes sujets qu'on va voir, ça va pas être les mêmes cours. Et par contre, le désavantage, ou plutôt l'avantage du DNMAD, c'est que comparé au bachelor, on doit choisir sa spécialité dès la première année. On reste là-dessus pendant 3 ans et on a directement un diplôme niveau Bac+3.
qui correspondrait un petit peu à un BTS. Et à partir de là, on peut totalement rejoindre le cursus Bac+5 pour aller en master. Concrètement. Mais ce qui est important aussi avec l'école, c'est qu'elle offre des cycles qui sont différents et qui, en fait, on personnalise complètement notre parcours. Et ça revenait un peu sur s'il y a des gens qui sont un peu perdus et sur l'arrivée du design où c'est compliqué à comprendre, ce qui était mon cas en tout cas quand je suis arrivé. Ce qui est bien avec le DayMate, c'est que si on sait ce qu'on veut faire, on peut directement accéder à des cours particuliers. Mais en général, on peut aussi, si on arrive du coup en cycle bachelor, avoir la première année pour rentrer dans le bain et voilà, avoir ces questions de design et comment nous, on voit ce qu'on veut faire plus tard. Et il me semble aussi que les DNMAD, la particularité, c'est qu'ils sont disponibles en apprentissage à partir de la 2e année. Il n'y a pas quelque chose comme ça? Si, c'est ça, Ouais. c'est exactement ça. C'est que la 3e. Ah, 3e Ah, année. maintenant c'est que la 3e. Ok. 3e année. Mais oui, c'est vrai que c'est ça la principale différence bachelor DNMAD. Et c'est pas le même diplôme non plus Ouais. entre un bachelor et un DNMAD. Mais on peut faire, si je ne me trompe pas, un cycle bachelor et faire un master dans une autre école et un DayMate aussi. Oui, Tout est les masters Modulable. sont reconnus par l'État et on peut jongler entre les écoles et c'est ce qui est assez important. Enfin, ce qui me paraissait important moi quand je suis arrivé, c'est la possibilité de l'ouverture de l'école et la possibilité d'avoir des diplômes qui sont reconnus par l'État aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas de toutes les écoles de design, il me semble. Et voilà, est-ce qu'on parle un peu de la vie de l'école? Vous voulez parler de On peut en parler après pendant la journée. On va Ok. continuer le live. Pas de soucis. Attendez. Tu veux que je parle un peu du... Ouais, je peux. Alors, au-delà de tout... Restez, est-ce que vous voulez que... 5 minutes, enfin, si Vas-y, ça te vas-y. dérange pas, ça vous dérange pas en tout cas. Non, non. Je Je pour crois parler qu'on se tutoyait jusqu'à là. Ah oui, c'est vrai, pardon, je suis désolé, j'arrive pas à... ça vous dérange pas, pardon, vous deux. Non, en général, donc on a parlé de toutes les questions de design et tout ça, mais pour être plus terre à terre et sur des questions plus logistiques, on est, comme je disais, sur l'île de Nantes. L'école est fraîchement arrivée sur l'île de Nantes avec des nouveaux locaux, avec la possibilité d'avoir des locaux plus grands et des nouvelles machines, donc que ce soit pour tout ce qui est le côté manuel. Mais aussi, il y a une vie à l'école, il y a vraiment une identité de l'école de design et qui est traduite aussi beaucoup par le bureau des étudiants qui est ici. Donc c'est des étudiants de 2e année ou des DayMate en 2e année qui participent du coup à la vie étudiante, qui ont un bureau ici et qui organisent que ce soit des rassemblements autour du sport, des rassemblements pour des événements artistiques, des collectifs artistiques, des débats, des soirées, forcément voilà, qui permettent une intégration à cette petite famille qui est l'école de design et qui aujourd'hui a des nouveaux locaux, mais qui reste quand même l'entité de l'école du design et le fond de l'école du design. Voilà, c'est la possibilité de rencontrer les gens et de vraiment avoir ce lien et cette connexion grâce au BDE et grâce aux événements organisés par l'école, où il y a 2 associations aussi qui se montent dans l'école, des associations audiovisuelles, des associations sportives, qui permettent vraiment de se retrouver dans les locaux et de rencontrer les gens, même si on arrive à Nantes. Donc voilà, je fais ma petite vente du On va te libérer du coup, je pense. Merci, Merci c'était d'avoir bien été là. agréable Merci à cette toi. petite discussion avec vous. Ça augure de belles discussions à venir. Et puis merci à ceux qui étaient en ligne pour les questions pertinentes qui ont alimenté aussi Ouais. notre échange, il me semble. Oui, Carrément. complètement. Merci beaucoup.